Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau format de vidéo. On peut appeler ça un petit podcast. Le but de ce format-là, ça va être d'amener des thématiques bien précises à chaque fois et d'échanger toutes les deux avec Lisa autour de ce sujet-là pour que vous puissiez voir ce qu'on pense, notre vérité, et puis peut-être vous transmettre et vous partager un maximum de choses. Aujourd'hui, on s'est dit que pour ce premier podcast, on n'allait pas chercher une grande thématique, mais plutôt prendre le temps de se présenter à notre communauté. Vous commencez à être un petit peu plus sur la chaîne. Et du coup, le but, ça serait de présenter un petit peu Lisa, son parcours, le mien. Et puis, on enchaînera sur les thématiques dans les prochains podcasts. C'est ça, vous avez été pas mal à nous demander comment est-ce qu'on était venu à faire de l'énergétique, si on était né comme ça, voir notre évolution, etc. Donc aujourd'hui, le but, c'est de se livrer à vous, de vous expliquer comment ça fonctionne, comment on en est arrivé là, pour que vous puissiez aussi en connaître un peu plus sur nous. Ok. Je pense que c'est pas mal de commencer par toi, parce qu'au final, c'est toi qui as eu le premier pied dans l'énergétique de manière professionnelle, de nous deux. Pas parce que je suis plus vieille, on le Pas mettra du pas tout. sur le tableau. Tu as 23 ans. Oui, j'ai 23 ans, voilà. Non, j'ai 33 ans, voilà. Je suis pas si vieille que ça, mais je suis plus âgée que Lisa. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai le pied dans l'hypnose thérapeutique. J'ai commencé par l'hypnose universelle. Donc, j'ai suivi après par tout le reste, hypnose spirituelle, régressif ésotérique. Et maintenant, on se forme en constellation familiale avec Lisa. Mais avant d'arriver dans tout ce schéma et tout ce parcours d'hypnose, j'ai un petit peu tout fait. J'ai fait tous les métiers, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé avec les personnes âgées en maison de retraite, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai été animatrice en centre de loisirs pendant plusieurs années. Et je suis une enfant qui a grandi en voyant beaucoup de choses, en passant des nuits blanches sur mon lit, un peu traumatisée du monde subtil qui m'entourait. Et pour autant, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus fermés au sujet. J'avais pas beaucoup d'amis à qui en parler et j'avais des parents assez cartésiens, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai un peu subi. Et ma plus grande peur et à la fois ma plus grande envie en grandissant, c'était de pouvoir, quand je serai adulte, d'avoir une maison dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sentirais pas attaquée. Et j'avais pas connaissance de tout ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'était une de mes peurs. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis intéressée au monde subtil. J'ai vu que des choses existaient de mes propres yeux. Je me suis dit, si ça existe, forcément, il y a d'autres choses qui existent. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à mes ressentis, à mes perceptions, à mes visions, parce que j'ai toujours eu des flashs depuis que je suis enfant. Mais c'est des choses que je ne contrôle pas, contrairement à Lisa aujourd'hui, qui contrôle beaucoup plus ses perceptions que moi, les miennes. Et voilà ce que je peux dire sur le monde spirituel et ce qui m'a amené à ça. Et après, comme beaucoup de gens, étant humaine et ayant vécu des choses difficiles sur lesquelles je reviendrai peut-être après en fonction des questions de Lisa, euh, je pense que par moments c'est important de toucher le fond et du coup de se poser la question de qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous rend heureux. Je me voyais pas faire un métier où je me lève tous les matins à 6 heures du matin toute ma vie, où je rentre, je fais à manger pour ma famille, je fais le ménage et je suis fatiguée et puis j'ai le même rythme que tout le monde. Je sentais bien que c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Et du coup, j'ai atteint une certaine dépression à un moment dans ma vie qui m'a amenée à me poser la question de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, sans me poser la question de comment j'allais l'atteindre. Et c'est là que certaines synchronicités sont venues dans ma vie, dont ma rencontre avec un hypnothérapeute ancien alcoolique SDF qui m'a permis de me former à l'hypnose, de prendre confiance en moi et de voir que, selon moi et ma vérité, les meilleurs thérapeutes, c'est ceux qui ont un ego travaillé et qui n'ont pas peur de montrer leurs failles. Et c'est comme ça que j'ai su que j'allais me former avec ce monsieur-là. Moi, la question que j'ai, c'est à quel âge que ça a commencé vraiment les trucs que tu voyais chez toi? Ça a commencé, je dirais, à l'âge de 6 7 ans. Avant, je me souviens pas. Donc, je pense 6 7 ans, ça a commencé à avoir des éviers, des robinets s'ouvrir devant mes yeux, des rideaux bouger, des gazinières s'allumer.
Enfin, j'ai vu quand même pas mal de choses assez flagrantes et où la science n'expliquait pas Mm. la chose, quoi. Et ça serait quoi ton souvenir le plus traumatisant, ou le plus impactant que tu garderais? Le... C'est la toute première fois que j'ai vu quelque chose. J'étais toute Mm. petite, j'étais sur mon lit en train de faire mes devoirs, je crois. Et en fait, j'avais des rideaux, mais tu sais, en fil. Mhm. Vraiment, comme à l'époque, ils étaient violets. Et ils pendaient parce qu'en fait, c'était un Velux. Donc, bon, quand tu y penses, ça devait faire très moche. Mais j'avais mis ça C'était sur... les années 90. Ça va. J'avais mis ça sur mon Velux. Et en fait, tous les fils se sont rassemblés entre eux. Et le truc qui s'est mis à se suspendre de gauche à droite. Et en fait, mon corps est resté complètement bloqué, figé sur ce rideau. J'ai même pas osé sortir de ma chambre jusqu'à ce que ce rideau s'arrête. Et ça, c'est le plus marquant. C'est pas le pire, mais c'est le plus marquant parce que c'est la première fois Puis ça reste impressionnant de voir que... un objet qui se déplace comme ça, qui se regroupe et qui se déplace. Surtout que je te Rien que sens d'en parler. hyper stressée. Ouais, rien que en d'en fait, parler. ça me reconnecte juste à ces sensations d'avant, tu sais, quand t'as pas le contrôle. Mm. C'est vrai que maintenant qu'on fait ce métier, on a tendance par moments à oublier notre peur, ce qu'on ressentait, nous, à Ouais. l'époque, quand on gérait pas ces choses-là. Mais pour autant, ça a été traumatisant. Je veux dire, j'osais pas aller faire pipi dans le noir. Je regardais, j'ouvrais ma porte, j'analysais tout. C'était vraiment une peur qui était constante. Mais c'est ça qui est fou parce qu'on le voit, ça joue quand même beaucoup sur la peur, notamment sur le noir. Et là, t'étais pas dans le noir, t'étais en train de faire tes devoirs. Donc c'était pas en pleine nuit où tu te réveilles, Ouais. ou tu vois, où t'essayes de t'endormir le soir. Bah, la T'as nuit, pas t'as pas le doute d'avoir mal vu dans l'obscurité, en fait. Non, mais ça se mettait en place la nuit parce que la nuit, t'as moins le contrôle quand tu vois pas. Oui. Je reste quand même quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. Et c'est vrai que l'obscurité me dérangeait beaucoup pendant mon enfance. Aujourd'hui, c'est différent, mais quand j'étais petite, c'était compliqué, ouais. Bah, enfin, l'une des plus grandes insécurités des enfants dans les premières, c'est vraiment cette peur du noir et tu vois pas ce qui t'arrive dessus. Donc, je pense qu'on était tous un peu comme ça, tous ceux qui ont vécu des trucs. Enfin, on le voit, tu vois, même les médiums, etc., quand ils en parlent, très souvent, les premières fois, ça se présentait la nuit, au milieu de leur sommeil, ou quand ils allaient se coucher. Enfin, c'est vrai que les premières fois, c'est rarement en pleine journée, quoi. Ouais, c'était particulier. Mm. Bon, après, il y a eu beaucoup d'autres choses beaucoup plus impactantes et perturbantes, mais ça, c'était la première et c'est vraiment un souvenir que j'en garde, quoi. Mm. Voilà. C'est vrai que ce truc de gazinière est pas mal non plus, quoi. Ouais, les gazinières qui s'allument. Et après, voilà, c'est important aussi d'en parler, parce que je rebondis, ça me fait penser à ça. Après, quand j'ai grandi dans mon adolescence, tout ce côté spirituel était quand même moins présent à Oui. l'époque. Et du coup, quand tu vois des choses, que tu ressens des choses et que tu n'as aucun moyen de les atteindre, bah, tu prends le seul moyen que tu as. Et du coup, moi, à l'époque, quand j'étais ado avec mes copains, on faisait des séances de Ouija, des choses comme ça. Et lors d'une séance de Ouija, j'ai une copine son bras avait pris feu. Puis juste après la séance, on avait vu des marques écrites sur mon parquet. Enfin, je tiens à préciser que ça, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de le faire. À ne pas reproduire chez vous. Voilà, à ne Ouais. pas reproduire. En fait, il y a tellement de manières aujourd'hui de communiquer, de comprendre ce qui se passe autour de nous, de faire passer des âmes en lumière ou même de nettoyer des lieux d'habitation comme on peut le faire en session. Vous n'êtes pas obligé de passer par ça, c'est hyper dangereux parce que vous n'avez pas la main sur les consciences qui se présentent à vous. Et on aura beau vous dire je suis ton grand-père ou ton frère ou qui que ce soit, vous ne savez pas si cette conscience est réellement celle que vous pensez. Ça me fait penser un peu au message d'alerte qu'on avait fait après le dernier Urbex qu'on a posté. Donc c'était la mémoire des murs ancestraux, je crois, quelque chose comme ça. où justement on était rentrées toutes les deux hyper malades, à vomir, à peine tenir debout, parce que ça nous avait pris énormément d'énergie ce soir-là. Il y avait quand même des gros trucs qui avaient tenté de s'accrocher. Et on se dit que nous, avec notre pratique, alors on est loin d'être les meilleurs et les expertes, etc., mais on a quand même un certain degré de protection, des codes et une habitude au fait qu'on soit drainé énergétiquement avec les sessions, etc. Donc c'est vrai que tu te dis, si déjà en ayant ces connaissances, en ayant cette habitude dans ton corps, tu rentres dans cet état-là, quelqu'un qui est pas
qui le fait sous forme de Ouija ou qui est pas habitué, c'est vrai que ça peut très vite devenir dangereux en fait. Et on voit beaucoup à travers des films d'horreur les cas de possession, etc. Mais pour le coup, c'est impressionnant à voir et même si ça reste pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, il faut pas le prendre à la légère pour autant et faire attention avec ça, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Ça peut s'accrocher à toi comme aussi à ton lieu d'habitation C'est et ça. en l'occurrence après venir déranger tes parents Mm. ou les personnes qui vivent aussi Mm, sur ce mm, mm. lieu, qui ont des failles et qui permettent à ces consciences de venir s'accrocher, quoi. Des animaux aussi. Donc, oui, les animaux aussi, ouais. Beaucoup, ouais. Mm. Complètement. Donc voilà comment je suis rentrée un peu dans tout ce monde-là. Et du coup, tu disais que tu avais commencé par tout ce qui était hypnose universelle et spirituelle. Comment est-ce que tu en es venu à faire du régressif à proprement parler? Bah, le but, quand je suis allée dans l'universel, je le savais déjà d'avance que ça serait d'avancer vers le spirituel et le régressif par la suite, dans le sens où j'étais quelqu'un d'attiré vraiment par le spirituel, les entités, tout ce monde subtil qu'on ne Mm. perçoit pas à l'œil nu. Mais j'avais une logique, c'était de commencer à me former sur le côté psychanalyse, thérapeutique et hypnose lambda avant d'arriver sur toutes ces hypnoses-là. Et c'est justement ces paliers-là qui m'ont amené à modifier mes sessions et à amener des sessions qui aujourd'hui n'existent pas forcément. Enfin, elles existent, hein, le régressif, il y a beaucoup de gens extérieurs à nous qui le font aussi, mais les sessions sont différentes des nôtres C'est parce ça. que nous, on a amené notre touche, nos connaissances, la systémie, enfin, tout ce qu'on peut connaître toutes les deux. Toi, de par aussi tes connaissances sur le corps humain, quoi, qui sont très importantes. Donc, je savais déjà que j'allais aller sur ces hypnoses-là. C'est quelque chose qui m'attirait. Mais je voulais d'abord passer par le côté plus psychologique qui, pour moi c'est hyper complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, le but premier était d'apporter de l'aide aux gens Ouais, c'est ça. sur leurs problématiques profondes C'est ça. et Et je suis passée en fait par le chemin qui, moi, m'a servi. Chaque chose qui m'ont fait du bien dans ma vie, je me suis dit, je vais les mettre en place. Quand l'hypnose a commencé à m'aider, bah, je me suis dit, c'est ça qu'il faut pour les gens. Et quand j'ai connu l'hypnose régressive et que ça m'a libérée de beaucoup de choses qui m'entravaient, beaucoup de maladies, même si, je rappelle, on n'est pas médecin. Moi, ça m'a libérée de beaucoup de choses assez importantes. Et du coup, forcément, on a envie de partager ça aux autres, quoi. On a un invité. il est très proche du micro, Paco, ne touche pas au micro, Viens s'il te ici, plaît. mon cher. Allez, assis, s'il te plaît. Tu te couches Il tout est seul. un peu bien loin. Oui. Donc voilà, je voulais partager ça à un maximum de personnes. J'ai beau être thérapeute, je suis humaine, j'ai des failles, j'ai traversé des choses extrêmement difficiles, je pense, de ma naissance à mes 20 ans. Et du coup, j'ai voulu partager, on continue à partager, j'ai la gorge qui se noue quand je parle de ça, à un maximum de personnes, parce que si moi, je m'en suis sortie et que j'ai relevé la tête, je me dis que tout le monde peut le faire aussi. Et du coup, j'ai envie de transmettre ça un maximum. Et puis, ce qu'on essaye d'apporter, nous, dans notre pratique aussi, c'est d'être l'oreille attentive et la main tendue qu'on n'a pas forcément été en capacité de recevoir ou d'accepter à un moment donné, tout en laissant la place. Donc, on n'a absolument pas la science infuse et la bonne manière de faire, systématique, parce qu'on est tous différents. Mais c'est vrai qu'on essaye d'apporter l'aide dont nous, on a eu besoin aussi à un moment donné dans notre vie, quoi. Et que ça soit sur tout ce qui est invisible, comme plus concret, comme les émotions, les problématiques, parce que ça reste, malgré le fait qu'on travaille avec le monde subtil, ça reste quand même la base de notre travail, le fondement, tout ce qui est mots physiques, mots émotionnels, Oui, etc. Donc le but est aussi d'apporter des clés là-dessus. Oui, on travaille dans le subtil, mais sur des problématiques qui sont présentes dans la matière et tous les jours, que ce soit des problèmes de couple, des problèmes de libido, que ce soit des abus sexuels, des problèmes de confiance en soi, des addictions, enfin voilà, mais il y a une cause à tout, donc le but c'est d'aller à la source de chacune d'elles et de comprendre et d'accepter aussi certaines choses qu'on tant bien que mal. Donc voilà quoi. Et du coup, quand je suis rentrée dans ce métier-là, j'ai commencé, une fois que j'ai avancé dans l'universel, le spirituel, etc., je suis rentrée dans le régressif. J'ai commencé une collaboration quand je débutais dans le régressif avec des télépathes avec qui je ne collabore plus aujourd'hui. Et Lisa a été une de mes clientes.
Spoil pas mon histoire, s'il te plaît. Mais justement, j'y amène pour que tu puisses te présenter aussi. Et quand j'ai rencontré Lisa, j'ai su tout de suite qu'il y allait avoir quelque chose à faire. Pour autant, je suis quelqu'un qui ne s'engage pas sans voir. Je laisse quand même les choses se faire à l'instant présent. Et on s'est recontacté un an après. Ouais, à peu près, ouais. Un an après, et on s'est eu au téléphone, et ce n'était absolument pas prévu, ce coup de téléphone, et ce que je lui ai demandé. Mais en gros, je lui ai proposé de la former, de faire des tests, de voir si c'était possible de collaborer ensemble. Et en fait, ce coup de téléphone a amené à une super rencontre, à une super collaboration. Et Il a un peu changé nos vies, quoi, quand même. ouais, Parce que quand tu fais une rétrospective sur l'année qui vient de passer, ça il y a m'a quand fait même, ça. moi aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, autant personnellement que professionnellement. Tout a... Il y a eu plein de choses qui se sont passées sur cette dernière année. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 ans en une année, là, sur 2024, d'une certaine manière. Ouais, c'est dingue. Et en même temps, c'est passé super vite. Franchement, c'est Donc, dingue. C'est du coup pour moi un peu alors ce sera pas la conclusion, hein, parce que je veux dire, on va encore travailler pendant des années et des années, on a tellement de projets que voilà. Mais c'est vrai que moi, ça a été mon élan, même si ça fait 7 ans que je suis dans le métier, le fait qu'elle ait intégré mon entreprise, qu'on ait créé cette collaboration, qu'on crée ce truc à deux, même si on a notre unicité, là c'est un binôme. Honnêtement, je vois les synchronicités qui se mettent en place, le travail qu'on arrive à faire mutuellement l'une sur l'autre, parce qu'on reste des âmes jumelles, et que du coup j'ai réussi à ouvrir des portes à Lisa que j'ai ouvertes à personne d'autre avant. Et ça c'est beau, quoi. Ça c'est trop beau. Donc voilà, qu'est-ce qui toi t'a amené, Lisa, à t'intéresser à tout ce monde spirituel, et à te lancer dans l'hypnose aujourd'hui avec moi? Bah, moi, ce qui est marrant, c'est qu'au final, on a un parcours qui est à la fois différent et assez similaire sur certains points, mais avec 9 ans de moins, puisque je suis plus jeune. Merci de le rappeler. Mais non, moi, bah, c'est pareil, des petites, je voyais beaucoup de choses chez mes parents. Alors moi, c'était pas forcément énormément sur les objets, mais enfin, je dormais face à la porte de ma chambre, c'est le premier truc vraiment qui s'est passé. Et en fait, je voyais un grand monsieur tout noir, une grande ombre habillée avec un impair et un chapeau qui était qu'à moitié, en fait, qui se détachait qu'à moitié de ma porte de chambre et qui me fixait comme ça. Et je le voyais toutes les nuits. Donc j'avais extrêmement peur. J'avais pas conscience que c'était quelque chose qui n'était pas palpable dans la matière parce que pour moi, c'était un cambrioleur. J'ai eu cette phobie pendant des années et on a beau utiliser le terme phobie un peu à tort et à travers, moi, c'était une véritable angoisse. Je faisais des cauchemars là-dessus quasiment toutes les nuits. Que quelqu'un rentre dans ma maison, vienne cambrioler ma maison. Donc mon papa me faisait faire le tour de la maison plusieurs fois par mois, par moment. Je le faisais aller jusque dans le grenier, etc. pour être sûre que la personne ne s'était pas cachée. Et en même temps, je ne pouvais pas fermer ma porte de chambre parce que sinon, je voyais la poignée se baisser. Donc ça a été les premières choses. Et ça, en fait, ça a duré quasiment toute mon enfance, ce truc-là, jusqu'à mon adolescence. L'autre événement qui m'a marqué avec un objet, la poignée de la porte, je la considère pas vraiment comme un objet, mais c'était avec mon petit cousin, donc on a à peine un an d'écart. Et je crois qu'on devait avoir 11 et 12 ans, quelque chose comme ça. C'était notre premier vrai Halloween de grand où nos parents nous avaient autorisé à regarder un film d'horreur, etc. Et c'était un film, ça paraît pas du tout d'esprit ou quoi que ce soit, bref. Et donc du coup, moi j'étais j'étais très peureuse quand j'étais petite. J'avais très peur très facilement. Et donc du coup, le soir, on va se coucher. Et mon cousin est quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb. Et donc on va se coucher, on discute, on rigole, etc. Et là, le pot de crayon tombe de mon bureau. Mais en fait, c'est comme si la tasse qui est du coup quasiment au centre de la table tombait. Donc il y avait quand même ça pour que le pot tombe. Et je lui dis, mais Lucas, c'est pas possible, c'est toi qui as fait tomber le pot à crayon. Je le connais, je sais qu'il va me faire une blague. Et je le vois qui se décompose, qui est à la limite de pleurer, qui est vraiment mort de trouille. Il me dit, je te promets que c'est pas moi. Et là, c'est vraiment la fois où j'ai eu peur et je me suis dit, mais attends, parce que là, on passe de la dimension de il y a quelqu'un à ma porte
Mm. Ah, il y a quelqu'un qui fait tomber quelque chose dans ma chambre. Et c'est là que ça a été vraiment compliqué. À l'adolescence, après, en vrai, j'ai pas vécu de trucs particuliers. C'est pareil, c'est un peu stoppé au moment de l'adolescence. Ça s'est un peu ralenti. C'était beaucoup de ressentis. Beaucoup de ressentis, notamment quand il y avait des décès dans mon entourage. Une tante de ma mère que j'ai vu sauver alors qu'elle était décédée. Plein de choses comme ça, des messages que je captais pendant que, par exemple, le fils allait embrasser la mère. Enfin, plein de choses comme ça. Et puis, ce qui a un peu changé ma vie, c'est que je suis rentrée en école d'infirmière. Là, ça a pris un peu une autre dimension, déjà parce que j'étais à un stade de ma vie où ça allait pas forcément personnellement. Et donc, du coup, j'étais aussi. Enfin, je me suis reconnectée en fait à mon émotionnel qui était complètement coupé étant adolescente. Et je pense que c'est en coupant mon émotionnel, ça a fait que j'avais plus trop de ressenti aussi. T'as peur aussi. Et la peur. T'as peur, t'as coupé de beaucoup de perceptions. Complètement. Bah, au bout d'un moment, quand tu dis ouvertement que tu ne veux plus voir, que tu ne veux plus rien ressentir, c'est. Faut pas s'étonner quand ça arrive, quoi. Et donc, du coup, en entrant en école d'infirmière, ça s'est renoué de plus en plus, notamment parce que j'étais quelqu'un qui attirait pas mal les décès. Les gens avaient tendance à décéder quand j'étais de garde, donc c'est moi qui faisais leur dernière toilette à l'hôpital. Donc, je captais toujours beaucoup de messages, je ressentais beaucoup les gens à ce moment-là. Il y a eu plein de choses comme ça, plein de petites anecdotes, des chambres à l'hôpital dans lesquelles je ne pouvais pas rentrer. Mais j'étais physiquement bloquée à la porte d'entrée de la chambre. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il y a quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas rentrer. En fait, tu avais beaucoup de perceptions. Je me rappelle quand tu es arrivée et en tant que client, tu me racontais tout ça sans les comprendre. En disant, voilà, j'ai la sensation d'être connectée, mais de ne pas comprendre et de ne pas gérer. C'est ça. Et c'était ça qui devenait compliqué parce que au-delà de ce côté subtil, le métier d'infirmière, c'est déjà un métier qui est extrêmement stressant, qui est extrêmement prenant physiquement, émotionnellement. Et donc le fait de me sentir aspirée par ce côté subtil en plus, c'était clairement le débordement. Donc tout ça, ça m'a mené à faire un burn-out au bout de quelques mois de pratique. Et là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que c'est infirmière, j'adore ce métier, mais les conditions, c'est pas possible, et je me sens aspirée constamment. Et ton corps t'a dit stop. Et mon corps m'a dit stop avec mon bras, exactement. Heureusement qu'il a été là, sinon je pense que je serais toujours dans ce métier quelque part. Parce que des fois, on a des maladies, des choses qui se déclenchent, on est dans l'inacceptation totale, pourquoi il m'arrive ça, c'est injuste. Et en fait, ce truc-là vient peut-être te montrer ou te dire quelque chose, quoi. Cette situation, elle ne te correspond plus, elle ne te convient plus. Donc oui, tu vas passer par 6 mois où tu vas pleurer, où tu vas être dans le doute, où tu vas être dans la peur, ou dans une insécurité financière, mais pour le coup, ça va t'amener à aller vers quelque chose qui te correspond plus aujourd'hui. Et ça, c'est important de le comprendre. Je rebondissais, désolée. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait au bout des choses, qui abandonnait pas forcément, et c'est plus mon corps souvent qui me disait stop que l'émotionnel, chose qui commence à changer maintenant après tout le travail, enfin, avec tout le travail, parce que c'est pas terminé, qu'on fait sur nous. Mais voilà, et donc, alors l'histoire est assez folle de comment j'ai rencontré Charlène, du coup, mais je suis partie à Brocéliande avec mon conjoint un week-end. On rentre dans une petite boutique ésotérique, donc je commençais à ce moment-là à me poser beaucoup de questions, à sentir que je ramenais énormément de monde chez moi de l'hôpital, de gens décédés. Et je rentre dans la boutique de Sidonie, elle s'appelle cette dame. On échange, on fait un tour. Je ressors de la boutique et je me tourne vers mon conjoint et je lui dis mais tu crois que c'est une sorcière? Elle est grave. Mais une sorcière dans le sens pas forcément sorcière de magie noire, tu vois, mais j'ai vraiment tu crois que c'est une sorcière? Et il me dit je sais pas, c'est possible en vrai, tu vois, elle est à Brocéliande, elle a une boutique ésotérique, dans la manière de parler il y avait une sensibilité. Il me dit ouais, peut-être c'est possible, pourquoi pas, tu vois. Et je lui dis je crois qu'il faut que j'y retourne, et je ne suis pas quelqu'un quand je sors d'une boutique qui va y re-rentrer. Et il y a un truc qui m'a poussée ce jour-là à re-rentrer dans sa boutique, donc j'y suis retournée. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais il faut que je vous pose la question. Donc je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, écoute, moi je suis un peu comme toi. Moi j'ai fait une séance d'hypnose avec Charlène, elle s'appelle. Ça m'a beaucoup aidé à en comprendre plus sur moi, à poser mes... J'ai eu un frisson. J'ai cru te remettre en mode, ouais, c'est moi. Non, j'ai eu un frisson. Et elle me dit, tiens, je te donne sa carte et je te donne la carte d'une autre hypnothérapeute
qui est dans le coin aussi, et comme ça, tu feras ton choix, quoi. Donc le soir même, je vais sur les réseaux sociaux, je regarde la page de Charlène, je regarde la page de cette autre dame, et je vais pour écrire un message à l'autre dame parce que, pour la simple et bonne raison que Charlène, il y avait beaucoup de retours clients et du coup, c'était le début du régressif. Donc, tu avais beaucoup de retours sur l'universel, le spirituel, etc. Que l'autre dame avait plein d'explications concrètes sur le régressif. Et du coup, je me dis, je vais envoyer un message à la dame et on verra. Et donc, je prends mon téléphone, je commence à écrire le B de bonjour et en tapant le B, je me dis non, c'est pas elle. Et du coup, je ferme cette page de Les message. détails sont importants. Les détails sont Vous verrez super quand importants. tu racontes les histoires. Les Mais détails parce sont que importants. ces détails-là, pour moi, ils sont essentiels Bah oui. parce que C'est c'est trop tellement... Ouais, puis c'est tellement fou, tu vois. Je me dis, il y a quand même 3 étapes dans cette histoire où j'aurais pu ne jamais te rencontrer. complètement. Et donc, tu vois, c'est ces petits trucs où je savais pas que c'était mon intuition à ce moment-là. Il y a un truc qui m'a forcé à le faire et je m'écoutais pas forcément en plus à ce moment-là. Donc enfin, moi je trouve ça d'autant plus impressionnant que sur ces trucs-là, j'ai réussi à m'écouter comme si je sentais que c'était essentiel en fait. Bah, t'as réussi à t'écouter, d'autant plus qu'à ce moment-là, il y avait des choses qui ne voulaient pas que tu me contactes, C'est ça. qui voulaient empêcher notre rencontre aussi. Donc, Oui, je pense que. en effet, quelque Donc, peu. non, je pense que tout est juste aussi et c'est bien que t'aies réussi à t'écouter. Donc, je me moque de toi, mais oui, les détails sont importants Clairement. dans ce genre de moment. Mais oui, je suis quelqu'un qui donne des détails quand elle raconte des histoires, c'est vrai. Écoute, c'est mon côté littéraire. J'adore. Et du coup, voilà, donc j'ai rencontré Charlène quand on s'est eu au téléphone. Ça a été assez évident, en vrai, je sais pas, ça a toujours tout de suite été très fluide avec toi. Mais l'appel a été un peu compliqué parce que j'ai senti une grosse présence derrière moi, mon chat s'est mis à complètement paniquer. Mon conjoint qui était sous la douche, quand il sort, que je lui raconte, il y a une énorme pente au cœur qui lui prend comme il a jamais eu de sa vie. Et la nuit qui a suivi cet appel-là, donc je dis ça à Charlène, elle me dit bah écoute, c'est peut-être simplement les choses qu'il y a sur toi qui travaillent, c'est très certainement ça vu qu'on a pris rendez-vous. Passe la nuit, on en rediscute demain, etc. On a passé une nuit blanche. Ouais, vous êtes parti de chez vous, je crois. Le lendemain, ouais. On s'est fait pincer toute la nuit. Des frissons. Ouais, on s'est fait pincer toute la nuit. On se faisait tirer un peu les draps. C'était que des trucs comme ça. Le matin, mon conjoint part travailler. Moi, du coup, j'étais en arrêt à ce moment-là. Donc, je reste au lit. J'arrive enfin à m'endormir. Et j'étais en position fétale. Et je sens quelqu'un, parce que j'étais dans un demi-sommeil, s'asseoir dans le creux de mes jambes. Et je sens une main, mais glacée, mais comme j'ai jamais senti un froid pas possible, me choper le bras. Et je me suis réveillée. D'un coup, il y avait personne. Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Je peux pas rester. Mon rendez-vous, il est dans 1 mois. Comment est-ce que je vais faire? Donc, j'ai rappelé Charlène, où c'était 2 semaines et demie, je crois. Donc, tu avais pu m'avancer mon rendez-vous d'1 semaine. Et pendant 1 semaine, on est parti. J'ai pris mon chat, mon mec, sous le bras. On se casse de là. Parce que c'était pas possible. J'avais trop peur. J'avais la sensation que, franchement, j'allais mourir et qu'on allait se foutre de ma gueule. Désolée pour le terme, mais pendant 1 semaine. Et c'était pas possible, quoi. Donc voilà, moi, ce qui m'a après mené à toi, on a fait le rendez-vous. Et puis, ouais, je sais pas, le contact était fluide. C'est pareil, quand je t'ai vu, il y a une sorte d'évidence, Je sais. de simplicité. Non, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose d'hyper naturel, en fait. Il y a eu quelque chose d'hyper naturel et au final, c'est ça. Après, moi, je l'ai pas mal cogité de mon côté. Je me suis dit, est-ce que je tente de faire de l'hypnose du coup plus universelle, spirituelle ou pas? Je sais pas, je me pose des questions. Puis, on avait prévu de s'appeler pour pouvoir faire un point, tout simplement. Moi, je voulais aussi lui poser les questions sur ça. Puis, quand je lui ai dit, mais oui, je fais des méditations et je visualise, elle m'a dit, mais t'aurais dû me le dire depuis bien longtemps. Et au final, voilà, on a discuté. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les tests, comme tu racontais tout à l'heure. Et puis au final, là, ça a fait 1 an. On a fêté nos 1 an de collaboration. On est très anniversaire. Enfin, moi, je suis très anniversaire de rencontres, etc. Elle est très romantique, Lisa. Pourtant, non, en plus, pas tant que ça. Mais j'ai des élans par moment. J'aime bien les petits trucs symboliques, les souvenirs qu'on garde en tête. Donc ouais, on a fait nos 1 an, fêté nos 1 an de collaboration il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme je le disais, on a énormément construit en 1 an. On a toutes les deux beaucoup évolué sur ce qu'on est, sur nos pratiques aussi. Parce que les sessions, ce que tu m'as enseigné il y a 1 an et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a la base, mais c'est quand même complètement différent. C'est une perpétuelle évolution, C'est ça. ce métier-là. C'est bien de pouvoir se remettre en question, d'évoluer. C'est vrai que
on a énormément évolué dans nos prestations, mais aussi personnellement, quoi. On reste humaine et on n'a pas honte de dire que nous aussi on travaille sur nos failles et c'est bien. Je peux même rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta santé qui t'a dit stop. Mm. Je veux dire, avant que je rentre dans l'hypnose régressive, moi mon corps m'avait totalement dit stop. Je suis déjà une personne qui a grandi à l'hôpital. J'ai été branchée pendant quelques temps pour m'alimenter. J'ai eu des tuyaux dans le nez. J'ai été suivie jusqu'à l'âge de 15 ans suite à des gros soucis de santé. Mais quand j'ai commencé ma vie d'adulte, j'ai attrapé la maladie de Basedow. Donc c'est une maladie qui est collée aussi du coup sur la thyroïde. Et du coup, j'avais des gros soucis d'articulation. Je ne pouvais plus plier les doigts. Je vomissais, je me faisais dessus, hein, clairement. C'était très compliqué. Et l'hypnose régressive est venue, alors attention, encore une fois, on n'est pas médecin, mais est venue complètement me libérer de ça. Complètement. Donc, moi, ça m'a permis d'évoluer, de retrouver mon corps, de retrouver une liaison pardon, entre mon esprit et mon corps, parce que j'avais un esprit qui voulait faire 1000 choses et un corps qui ne pouvait rien faire. Et ça, c'était très frustrant. Et c'est vrai que au-delà d'avoir évolué dans nos prestations, moi, je trouve que ma santé a totalement pris une autre ampleur depuis quelques années. Donc oui, ça fait 2-3 ans que je vais mieux, mais ça fait 1 an réellement que... C'est ce que j'allais te dire, dis que ça fait 1 an que c'est mieux. que je retrouve la notion du sport, du fait de bouger et que mon corps se remet aussi à tout ça, quoi. Et ça, c'est excellent. Il faut comprendre que des fois, vos maladies et vos maux et vos addictions sont là pour vous dire des choses et qu'il ne faut pas avoir peur de mettre le nez dedans. On est tous humains, il ne faut pas avoir honte non plus. Il ne faut pas se juger, un peu plus de tolérance avec soi-même. Ça, c'est compliqué, c'est moi qui dis ça, mais c'est important de le dire. Voilà, vu qu'on est là pour parler de nous, le but, moi, quand je parle de moi, c'est pour passer un message derrière, quoi. Parce que parler de moi pour parler de moi, ça me dérange un peu. Mais que les gens comprennent ça et qu'ils puissent aussi s'identifier, que certaines personnes puissent s'identifier aussi à nous. Et qu'elles décident de travailler sur elles pour enfin connaître le mot paix et bonheur bien-être et bien-être intérieur, quoi. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce que j'aurais envie de transmettre du coup dans cette vidéo. Et pour Lisa, c'est pareil. Je veux pas parler en ton nom, mais moi je vois son évolution en 1 an qui est juste extraordinaire. Tu as tes traumatismes qui sont propres à toi aussi. Tu as subi des choses aussi compliquées. Et je trouve que c'est important de mettre en avant ces failles pour que les gens comprennent que bordel, on a beau être thérapeute, on a des failles. J'adore les gens sur les réseaux sociaux quand ils nous disent oh, t'es thérapeute, mais t'arrives à te mettre en colère. On est humain avant d'être thérapeute. Et je veux dire, nous, il faut pas qu'on ait honte de nos failles, mais vous non plus. Donc voilà, c'était important de passer ce message-là. On commence à être pas mal, je pense qu'on a fait le tour de votre parcours, de qui on est. On espère que ce format podcast vous a plu. Le but, c'est qu'on le perpétue sur la chaîne. Il est disponible aussi sur Spotify pour que vous puissiez l'écouter sans la vidéo. Mais voilà, on a plein d'autres idées à vous partager. Le but, c'est vraiment de vous mettre dans notre petite bulle. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges toutes les deux, on a plein de discussions, donc ça permet de partager ça aussi. N'hésitez pas à partager là dans les commentaires des thématiques, de sujets. Ça peut être surtout, on peut parler de choses assez psychologiques, dramatiques comme, je sais pas, les abus sexuels ou parler même de choses complètement différentes, de choses de la vie de tous les jours sur lesquelles on pourra apporter notre point de vue et vous transmettre des choses. Donc n'hésitez pas à proposer des thématiques qui vous plaisent. Je suis obligée de maintenir le chien pour le micro.
Et dernier petit mot, après j'aurai fini. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur notre site. On a lancé notre site web Cœur d'Hypnose, donc Cœur d'Hypnose avec un S. Dessus, vous avez accès à toutes nos prestations. Ça vous permet de comprendre ce qu'on a mis en place, que ce soit pour les communications animales, les séances d'hypnose, les contacts défunts, etc. Et vous avez également accès à la boutique dans laquelle vous avez pour l'instant un coffret méditation sur les chakras. Il y a d'autres coffrets qui arriveront et d'autres choses qui arriveront dans la boutique, autres que les coffrets, mais on vous en dira plus tard. Mais pour l'instant, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis nous donner un retour sur tout ça. À bientôt. À bientôt.